Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Le président tchadien sait où se trouve le leader de Boko Haram. Idriss Déby affirme qu'Aboubacar Shekau était à Dikwa, dans le nord-est du Nigeria, lorsque les Tchadiens ont repris cette ville il y a 2 jours. Il l'appelle à se rendre, sinon il sera anéanti. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. En Afrique du Sud, les pompiers luttent toujours contre les flammes dans la région du Cap. Des centaines de personnes ont dû être évacuées. En 4 jours, des maisons, hôtels et des milliers d'hectares de cette zone très touristique ont été carbonisés. Nous serons en direct avec Caroline Dumais au Cap. Puis reportage au Sénégal où les boulangers réagissent face à la hausse du prix du blé. Certains incorporent désormais des céréales locales dans la fabrication de la baguette. Plus d'1 mois après l'entrée en guerre du Tchad contre Boko Haram, une déclaration forte du président tchadien. Idriss Déby promet d'anéantir le groupe islamiste et d'éliminer son chef, Aboubacar Shekau, s'il ne se rend pas. Le président tchadien affirme savoir où il se trouve. Écoutez. Aboubacar Shekau, il a eu la chance. Il était à Dikwa pendant l'attaque. Il a fui de Dikwa. Mais nous savons là où il est. Il a intérêt à se rendre. Et sinon, Aboubacar Shekau va suivre le sort que ses collègues, ses camarades ont subi sur le terrain à Dikwa. Et selon le président tchadien, le leader de Boko Haram se trouverait donc à Dikwa, dans le nord-est du Nigeria. Retour dans cette localité reprise par l'armée tchadienne il y a 2 jours au terme de violents combats avec Nicolas Germain. L'armée nigériane aurait bien aimé reprendre la ville de Dikwa aux combattants de Boko Haram. Mais une nouvelle fois, ce sont les troupes tchadiennes qui les ont délogés. Elles avancent toujours plus loin en territoire nigérian. Ce bâtiment était un quartier général des djihadistes. À l'intérieur, des dizaines de cadavres. L'armée tchadienne, considérée comme la meilleure dans la région, affirme avoir tué une centaine d'hommes. Elle compte 1 mort et 34 blessés parmi ses rangs. Les blessés, c'est dû à l'explosion d'un véhicule kamikaze bourré de gaz qui est venu se faire exploser sur la position de nos éléments. C'est comme ça que vous avez vu la plupart brûler à la main, aux jambes et au ventre. D'autres corps de djihadistes gisent aux abords de la ville. Les militaires tchadiens présentent l'arsenal qu'ils ont trouvé sur place. Un général explique comment Boko Haram recrute dans la région. Ils ramassent les enfants de chaque village par la force. Vous avez 2 enfants, on vous dit donnez-nous les 2 enfants ou bien on vous égorge. Vous êtes obligé de céder les enfants. Donc c'est comme ça qu'ils sont en train de faire un recrutement massif dans toutes les villes. Malgré le déploiement d'une coalition régionale, Boko Haram continue presque chaque jour ses raids meurtriers dans le nord-est du Nigeria et dans les pays voisins de la région du lac Tchad. Nous allons revenir à présent sur cette décision inédite de la Cour pénale internationale qui redonne de l'espoir à de nombreux anciens enfants soldats en République démocratique du Congo. Les victimes de Thomas Lubanga vont être indemnisées. Décision de la chambre d'appel de la CPI. L'ex-chef de guerre congolais avait été, je vous le rappelle, déclaré coupable d'enrôlement d'enfants soldats de moins de 15 ans et condamné à 14 ans de prison. On en parle tout de suite avec notre invité Fadi El Abdallah, porte-parole de la CPI. Merci beaucoup d'être avec nous dans le Journal de l'Afrique. Alors la Cour d'appel a décidé, et c'est une première, que Thomas Lubanga devrait indemniser personnellement ses victimes. Concrètement, comment ça va se passer ? Alors, concrètement, donc, la Chambre d'appel a rendu un arrêt à propos de la question de la réparation en modifiant l'ordonnance de la Chambre de première instance. La Chambre d'appel a chargé donc le Fonds au profit des victimes, qui est une institution créée par l'Assemblée des États partis au statut de Rome, quoique indépendante de la CPI. Elle a donc chargé ce fonds de présenter à une Chambre de première instance nouvellement constituée un projet de plan de mise en œuvre de réparation collective dans un délai de 6 mois à compter de l'arrêt rendu ce jour-là. Et la Chambre d'appel a indiqué que si le Fonds au profit des victimes avance les sommes nécessaires pour ces réparations à titre collectif, il pourra, si la situation financière de M. Thomas Lubanga changerait, il pourra réclamer ces sommes-là à M. Lubanga. Puisque Thomas Lubanga a été déclaré, je le rappelle, indigent pour l'instant. Alors comment ces victimes vont pouvoir être indemnisées ? Est-ce qu'il peut s'agir d'indemnisation financière ?
Alors, comme je disais, les chambres d'appel a considéré que les réparations vont être collectives, comme l'avait ordonné la chambre de première instance. Et elle a demandé donc, au fond, au profit des victimes, de consulter les victimes et leur communauté afin d'établir ce projet de réparation. Et elle a indiqué que cela pourra inclure des questions de soutien psychologique ou médical, d'accès à la formation, de réhabilitation générale, dans le but d'encourager la réconciliation et la réinsertion des anciens enfants soldats dans leur société. Et elle a également souligné que les projets que le fonds pourra apporter, les fonds nécessaires pour ces projets-là, elle a indiqué que ces projets-là pourront s'autosuffire afin que les communautés et les victimes et leurs familles puissent bénéficier de ces services dans une longue période. Et est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui pourraient être concernées par cette indemnisation ? En ce moment-là, il est difficile de l'indiquer parce que la Chambre a indiqué que ces réparations pourraient bénéficier non pas seulement aux victimes qui ont participé à la procédure devant la CPI ou qui ont fait des demandes à cet effet devant la CPI, mais potentiellement à toutes les victimes des crimes commis par M. Thomas Sankara. Merci beaucoup Fadil Abdallah d'avoir été notre invité dans le journal de l'Afrique. On va parler à présent de ces nouvelles tensions au Burundi. Elles sont désormais quasi quotidiennes à 4 mois de la présidentielle. Une conférence de presse de l'opposition concernant ce scrutin et la sécurité du pays a été interrompue par la police ce matin. La police qui a ordonné l'évacuation des lieux sans explication. Une situation dénoncée par les organisateurs de la rencontre, parmi lesquels Agathon Rwasa, l'ancien chef rebelle des FNL. Par ailleurs, une nouvelle loi sur la presse a été adoptée aujourd'hui au Burundi qui annule certaines dispositions controversées. La protection des sources est notamment garantie. Des incendies ravagent depuis 4 jours consécutifs la région du Cap en Afrique du Sud. Des feux de brousse qui détruisent tout sur leur passage. Des centaines d'habitants ont dû être évacués. On va en parler tout de suite avec notre correspondante en Afrique du Sud qui se trouve au Cap, Caroline Dumais. Bonsoir. Alors quels sont les dommages causés par ces incendies ? Écoutez, c'est très difficile à estimer les dommages, mais c'est vrai que ça a l'air spectaculaire et peut-être que ça n'est pas si grave en fait. Déjà, il faut quand même noter qu'il y a des dizaines de personnes qui ont été évacuées, il y a une dizaine de maisons qui ont été brûlées, les gens ont perdu tout ce qu'ils avaient, mais il n'y a pas de victimes au sens de personne n'est mort dans ces feux. Donc finalement, c'est moins grave que ça aurait pu l'être. Et puis aussi, au niveau de la végétation, il y a plus de 6000 hectares de végétation qui sont partis en fumée. C'est évidemment très très triste pour la montagne de la table. Mais si on parle ici aux experts, si on parle ici aux gens qui connaissent bien ce type de végétation, c'est le fynbos, c'est une végétation unique en fait à cette région du monde. Et bien, il nous explique que finalement, sur le plan écologique, c'est une bonne nouvelle parce que cette végétation a besoin de feu pour se régénérer. Et que si tous les 10-15 ans il y a un feu, et bien la montagne de la table en fait se portera mieux. Donc dans le fond, on a beaucoup de mal aujourd'hui à estimer les dégâts et les experts nous expliquent que d'ici 1 à 2 ans, de toute façon, la montagne de la table sera comme elle était avant-hier. Merci beaucoup pour ces précisions. Caroline Dumais en direct du Cap. Madagascar, de son côté, est toujours sous les eaux. La capitale, Antananarive, elle-même est touchée depuis plus de 3 jours. Les inondations ont causé la mort là-bas d'une vingtaine de personnes et fait des dizaines de milliers de sans-abri, des sinistrés qui s'entassent dans des tentes de fortune. Maisons détruites, routes inondées tout autour de la capitale. Les producteurs de tabac sont en colère au Zimbabwe. Ils ont quitté la première vente aux enchères de la saison aujourd'hui pour protester contre des prix qu'ils jugent beaucoup trop bas. La police anti-émeute a même été appelée pour maîtriser des centaines de fermiers furieux qui tenaient une marche de protestation devant cette salle de vente de Boka, la plus grande d'Harare. Et puis au Sénégal, ce sont les boulangers qui sont en colère. Le prix du blé ne cesse d'augmenter. Certains d'entre eux ont donc tenté de promouvoir la consommation de céréales locales afin de limiter les importations de farine. Regardez le reportage de notre correspondante Emmanuelle Landais. La baguette se réinvente au Sénégal grâce aux farines de céréales locales. Mil, maïs ou l'haricot niébé font peu à peu leur apparition dans la composition du pain. Dans plus de 200 boulangeries de la capitale, le pain riche en fibres et sans gluten est même devenu la spécialité. Cependant, la vente de mes produits
je l'ai fait jusqu'à 40% sur les céréales locales, que ce soit le pain maïs, le pain niébé ou le pain de mil. Nous avons un projet pour vraiment soutenir la population locale. Oui, ça c'est le niébé. Un débouché pour les cultivateurs sénégalais, mais aussi une stratégie pour réduire la dépendance au blé importé, environ 300 000 tonnes par an. C'est pour cela que la Fédération des boulangers réclame une farine composée à 15% de céréales locales. Il faut que les importations soient remplacées au fur et à mesure pour booster notre agriculture. Au-delà du fait de tirer l'agriculture, permettre aux Sénégalais d'accéder à un produit plus goûteux, un produit moins cher, un produit qui va être disponible pour toujours et éviter les crises du pain liées au prix. Depuis plusieurs années, l'État a imposé une baisse de poids de la baguette pour maintenir son prix, tandis que le coût de la farine fluctuait. Pour contrer cette instabilité, la stratégie du consommé local et la transformation de la matière première avaient déjà été tentées, mais sans succès. En cause, l'absence de chaîne de production. Aujourd'hui, des industriels promettent de s'engager d'ici un an. Ce n'est pas un projet compliqué. Nous avons déjà le site, nous avons déjà l'expertise des chantiers industriels et nous pouvons démarrer assez vite. On gagnerait beaucoup plus à travailler avec la farine de blé, qui est déjà connue et acceptée par le marché. Environ 3,5 millions de baguettes sont vendues quotidiennement au Sénégal. Apporter une valeur ajoutée nutritionnelle au pain de tradition en utilisant des céréales ancestrales permettra de mieux nourrir la population et d'augmenter le rendement des cultivateurs sénégalais. Et c'est la fin de ce Journal de l'Afrique. Merci d'avoir suivi la suite de l'information tout de suite sur France 24.